Bien, écoutez, bonjour à tous. Je crois que vous êtes assez nombreux à nous recevoir chez vous, puisque cette fois, cette édition est un petit peu particulière, parce que ce n'est pas nous qui vous recevons, malheureusement, mais ravi que vous puissiez donc nous recevoir chez vous. Vous êtes à peu près une centaine à être connectés, donc un peu l'équivalent de ce que nous avions fait l'an passé dans un loft également. Vous nous aviez fait le plaisir de venir à peu près une centaine. Donc vous avez promis Bercy sur l'année suivante. Bon, malheureusement, on ne peut pas le faire puisque règles de confinement oblige. Nous sommes donc sur un format à distance, mais bon, on va essayer de tenir le rang avec cette nouvelle formule. Alors cette formule donc, sera également interactive puisque donc, vous avez la possibilité via la connexion, comme vous le voyez en bas de votre écran, de poser des questions que je recevrai donc directement sur mon iPad et que j'administrerai donc aux personnes concernées. Donc des personnes concernées, on va en avoir quelques-unes qui vont m'entourer. Donc on fera un point évidemment sur les relations avec les asset managers autour de la politique de référencement. On aura également donc une table ronde sur cette même politique de référencement et puis on fera un point également sur les events qu'on jalonnait l'année 2020. Alors évidemment, ça a été un peu réduit cette année, mais on a encore plein d'idées à reproduire sur 2021. Et puis, on va faire un focus également sur le groupe. Mais je suis un petit peu embêté parce que Alain Regnault, qui doit nous rejoindre, donc, ne nous a pas encore rejoint. Donc, il doit être pris dans les embouteillages, j'imagine. Donc, je ne sais pas, on va voir. Mais attendez, je crois que j'entends quelque chose là. Peut-être que c'est lui qui arrive. Alain, bah dis donc, quelle arrivée originale, bonjour, ça va? Oh, ça a été. Le voyage a été bon, pas trop d'embouteillage? J'ai pris les grands moyens. Ah bah ça, je remarque en tout cas, c'est très bien, puisqu'on nous a dit qu'il fallait, à vol d'oiseau, être à moins de 20 km, donc là, l'expression est tout à fait appropriée. Installe-toi, je t'en prie. Merci de nous avoir rejoints après ce petit clin d'œil. Donc on va prendre de la hauteur avec toi. Je vais essayer. Et est-ce que tu pourrais, donc, avant de démarrer dans le vif du sujet, dans des aspects très concrets avec nos amis Asset Managers, déjà nous refaire un petit topo sur le groupe, son positionnement, sa stratégie aussi et ses ambitions? Écoutez, bonjour à tous. Hein, comme vous l'a dit Thierry, on aurait préféré vous rencontrer physiquement, mais le contexte est autre. Donc on va essayer de vous apporter, je dirais, des informations sur le groupe et sur toute la stratégie. La partie au niveau du groupe, comme nous sommes implantés dans 14 pays au monde, hein, avec un peu moins de 40 milliards de chiffre d'affaires. Hein, on fera à peu près la même chose, je dirais, cette année que l'année dernière. On ne bougera pas beaucoup. Avec une particularité, on est vie et non-vie en fonction des pays. Hein, comme en France, comme vous le savez, nous sommes uniquement vie hein, là-dessus, avec quand même au total 45 000 salariés dans ce groupe, 45 000, avec une particularité, c'est que aujourd'hui, plus de 50% de notre business est réalisé en Asie. En Asie, où il y a un développement très rapide et on a encore fait, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, fait l'acquisition d'une compagnie d'assurance en Inde. Hein, donc maintenant, nous avons 2 compagnies d'assurance dans ce pays. Donc, une stratégie toujours d'expansion et de développement en Europe et surtout en Asie. Et avec donc tout récemment un changement de gouvernance, quel impact ça a sur la France? Changement de gouvernance, tout à fait. Bart Desmet, qui était le CEO, devient le chairman du groupe. Hein. Hans de Kuiper, je dirais, qui est connu dans le groupe, hein, qui a travaillé en Asie, qui était le patron, le DG de AG Insurance en Belgique, devient le CEO du groupe. Donc il y a une continuité au niveau des hommes. Bien sûr, quand une nouvelle équipe se met en place, il va y avoir des modifications, je dirais, qui arriveront dans le temps. Hein, et bien sûr, il faut s'adapter au marché. Le premier point, c'est un sujet qu'on évoquera sûrement lors d'une prochaine des conventions des sociétés de gestion. C'est que le groupe Hans de Kuiper a pour mission de lancer le nouveau plan stratégique 2024 l'année prochaine. Hein, donc à ce moment-là, il y aura sûrement des modifications. À ce jour, il n'y a pas de changement. Alors,
Faisons un focus sur la France. Donc, on est quasiment à la fin de l'année. Donc, on peut déjà, non pas faire un bilan, mais en tout cas, on a des bonnes visions de ce que sera cette année, avec 5 mois quand même très, très compliqués, avec beaucoup d'atermoiements, des reports de décisions. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette année? L'année, la 2020, est une année très particulière, hein, avec le confinement, la crise sanitaire, quelque chose que nous n'avons jamais connu en tant que tel. Alors, il y a beaucoup d'enseignements. D'abord, pour nous, pour AGA, ça a été surtout une année où on avait très bien démarré l'année. On a un premier trimestre du feu de Dieu. On était à plus 31% à fin mars. Avec pourtant des objectifs déjà très ambitieux. C'était une croissance. Hein. Mais on a eu un trou d'air, hein, comme beaucoup, entre mai et juin surtout, hein, là on a su. On a renversé, je dirais, la tendance pendant la période de l'été et surtout le mois de septembre, octobre et novembre. Donc aujourd'hui, on peut annoncer, hein, je ne l'aurais pas fait, je dirais, au mois de septembre, c'est que nous allons terminer l'année en croissance par rapport à 2019. Hein. On est à plus 1% à fin novembre. Le mois de décembre, malgré le confinement, est excellent. Hein. Donc on a ça. Donc ça sur la partie du quanti, avec 3 points, je dirais, qui sont quand même à retenir dans ces 3 points. C'est d'abord un sujet qu'on avait évoqué avec les assets, qui est le produit MyPGA. Aujourd'hui, MyPGA, c'est 25% de notre business. Ça y est, il a trouvé son public, son positionnement, et encore plus avec la crise Covid, qui a eu un effet, je dirais, d'accélérateur au niveau de la commercialisation de ce produit. Le PER, qui est un vrai succès commercial, hein, aujourd'hui 20% de notre business est réalisé sur ce produit. Hein. On voit le focus. Avec aussi sur le PER, donc maintenant une version digitalisée qui accroît encore cette tendance. Oui, ça là, je dirais qu'on n'a pas encore eu les effets. Hein. N'essaye pas de me vendre quelque chose qui n'est pas encore fait. Donc à partir de là, je dirais les effets, je dirais du PER. Si tu me parles des prospectives de 2021, je t'en parlerai. D'accord? Oui, il y en aura là-dessus, mais sur ça. Et l'autre point, je pourrais quand même, ici, les assets sont présents, je voudrais quand même saluer, par rapport à l'année dernière, on est en amélioration, en croissance de notre part unité de compte. Okay. On avait terminé l'année à 41%. Là, on est, je dirais, tout produit confondu, à fin novembre, à 48%. Okay. Donc, on devrait s'approcher des 50% d'unités de compte, tout produit confondu, avec des particularités plus fortes d'un produit à un autre. Mais ça aussi, c'est les 3 axes, je dirais, forts. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le point. Et bien sûr, on a appris. Il faut quand même reconnaître les choses. On a appris à travailler à distance. Okay. Travailler à distance au niveau du personnel, le télétravail, comme beaucoup d'entre vous, mais en même temps, surtout, au niveau des CGP. On a dû obligé de changer nos process. Donc tout ça fait que c'est une année d'apprentissage où on a pu voir les diverses irritants. Effectivement, je pense que l'année 2020 a été un véritable accélérateur pour nombre de tendances et c'est vrai que je pense qu'on était plutôt pas mal armés pour répondre à tous ces enjeux. Alors justement, parlons peut-être d'enjeux, de perspectives ou de prospectives. Qu'est-ce que l'année 2021 et suivante, c'est quoi les grands projets, les grands enjeux, la stratégie finalement à mener, alors qu'on a déjà 5 ans d'expérience sur AGAS Patrimoine, hein, qui a été lancé il y a 5 ans. Voilà, enseignement et perspectives. Bon. L'année 2021 va être une année pour AGAS plutôt de consolidation. Pendant ces 5 dernières années, nous avons fait preuve de beaucoup, certains de mes confrères me disent, où l'innovation est très présente, je dirais, où on essaye de créer. Je pense que dans la période, nous avons besoin de consolider, je dirais, ce que nous avons fait dans beaucoup de domaines, d'améliorer la qualité de nos services, la satisfaction de nos clients, nos CGP, qui ont des attentes aujourd'hui plus fortes encore qu'hier. Donc on doit mettre l'accent. Donc au niveau des asset managers, pas de nouveaux produits, pas de nouveautés, je dirais, mais plutôt une consolidation avec, pour l'année 2021, un axe fort, Thierry, tu l'as évoqué, c'est la partie du PER, où ça y est, on a lancé un produit dématérialisé. Maintenant, quand on est à 20% dans un contexte aujourd'hui, on doit augmenter. Et je pense que ce produit devient un produit de gestion de patrimoine. Okay, on n'est plus du tout dans l'idée de la retraite d'hier. On a un vrai produit qui est un positionnement concurrentiel par rapport à l'assurance vie. Donc là, il y a vraiment un travail. Et c'est un produit qui se vend sur toute l'année. C'est quand même une nouveauté qu'on n'a jamais connue sur le marché. Oui,
Un produit très moderne en effet, qui va répondre à de nombreux enjeux patrimoniaux. Voilà, donc ça c'est le point. On a surtout aussi continué à gérer les taux bas. Okay, je pense que dans la journée, ça sera peut-être des sujets, à matinée, des sujets. Donc ça veut dire de promouvoir les unités de compte, okay, de continuer à promouvoir les unités de compte. Et là, dans ce domaine, quand même, je pense que ça sera redit ce matin. Je trouve qu'on en fait trop, je dirais, objectivement. Hein, ça, c'est moi. Hein. Thierry m'explique qu'on n'en fait pas assez, mais moi, personnellement, je trouve qu'on en fait de temps en temps un petit peu trop. Mais donc, 2021, il y aura une continuité sur l'unité de compte, car aussi c'est un compromis entre l'assureur, le distributeur et le client. Voilà. Et dans les perspectives, oui, tout à l'heure on parlait du groupe, hein, ça sera la même chose sur la France, hein, un nouveau plan stratégique qui va se mettre en place. Connect 21, nous arrivons à la fin, hein, à fin 2021. La fin du plan, un nouveau plan 2022-2024. Je ne connais pas encore le nom de code hein, et le nom de ce plan, mais pour l'instant, il s'appelle 2024. Et bon, simplement, il faudra attendre encore un petit peu. D'accord. Un dernier mot peut-être dans les relations avec les asset managers. Donc, quelles sont les perspectives ou les enjeux aussi? Moi, je crois que je voudrais saluer le travail qui est réalisé entre tes équipes, Thierry, les asset managers, toutes les manifestations que vous avez réalisées en province. On les verra tout à l'heure. Ce sont des vrais succès. Hein, et je pense qu'il y a de la complicité. Hein, il y a de la complicité entre vous et ça a un effet positif sur le résultat. Le résultat, on le voit dans notre pourcentage d'unités de compte qu'on commercialise et aussi, je dirais, avec les CGP. Donc je pense que vous travaillez main dans la main et je pense qu'il faut continuer dans cette direction. Et ça doit être je pense que 2021, il n'y aura pas de changement. Pour ma part, je dirais, je pense qu'il faut accélérer le mouvement plutôt. Bon, on va essayer de continuer surtout à satisfaire donc, la relation avec nos asset managers qui finalement donc, sublime également la relation de nos CGP qui reste notre cœur de cible en matière de distributeurs, bien satisfassent également leurs clients. Alain, merci beaucoup merci Thierry, pour cet éclairage. Bonne réunion et je souhaite de vous croiser les uns et les autres dans l'année 2021. Ok, je vais rejoindre tout de suite donc, Joachim pour entrer un peu plus dans le concret. Donc merci encore Alain. Merci. Très bonne journée. Alors je ne sais pas si ton hélico t'attend pour repartir. Non, il est dans un quart d'heure. Ah d'accord, très bien. Joachim, bonjour. Donc Joachim Peixoto, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, donc, qui est à la fois responsable du marketing opérationnel et il y a beaucoup de boulot donc, avec les asset managers, beaucoup de complicité comme le disait Alain. Et avec grand plaisir, toujours. Voilà. Mais qui est également donc, en charge des partenariats, puisque donc, nous avons des grands partenaires ou des grands comptes avec qui nous travaillons et avec qui nous entretenons également de bonnes relations de business. Donc on va faire un point avec Joachim sur la relation avec les asset managers, la politique de référencement qui sera suivie d'ailleurs d'une table ronde. Je vois ces messieurs qui nous attendent avec impatience, avec qui nous allons débattre pour aller plus en détail encore sur tout ce qui est politique de référencement. Alors tout d'abord, on va faire un petit point sur l'existant. Hein, Joachim, donc, tu n'hésites pas à m'interrompre évidemment et à compléter mon propos. Juste de façon introductive, mais c'est ce que disait Alain, donc là de façon un petit peu plus schématique, sachant qu'on va évidemment vous laisser tous les supports. Il s'agissait ici des quelques éléments clés concernant la maison AGEAS dans le monde. Et puis avec un petit focus également sur la maison en France, AGEAS en France, avec quelques chiffres alors, qui sont désormais un peu obsolètes puisqu'ils sont officiels donc, à fin 2019, alors que nous sommes déjà le 10 décembre 2020. En revanche, une chose qui ne change pas, et Alain l'a rappelé également, c'est notre positionnement avec un focus évidemment très important sur tout ce qui est épargne, et puis des solutions adjacentes, mais qui pèsent désormais de façon très importante, telles que la retraite, avec évidemment le PER en ligne de mire, les SCPI qui sont un pan d'activité extrêmement important pour nous, avec un très gros succès, y compris en 2020, mais qui était déjà initialisé. Les comptes titres également, avec notre PSI SICAV Online, on le rappelle, et puis une offre également assez profonde sur Private Equity, puisqu'on est en pleine campagne de défiscalisation, mais nous avons d'autres ambitions sur le Private Equity. Voilà, c'était pour faire un petit tour de piste et conforter donc, ce que vous avez indiqué, Alain, en introduction. Alors,
plus en détail et plus en rapport avec votre activité, c'est faire un focus donc, sur l'existant en matière de référentiel. Vous savez qu'on a une politique de référencement très dense. Alors, je donne la parole à Joachim, puisque c'est chez lui que ça se passe dans un premier temps. Il y a une porte d'entrée qui est chez Joachim, avec également donc, des gestions sous mandat, on peut y mettre un petit peu ce que l'on veut, et puis des allocations de portefeuille. Peut-être un petit mot, Joachim, là-dessus, même si on focusera là-dessus. Alors c'est vrai qu'on va focuser effectivement sur les trois parties, justement en introduction d'ailleurs de la table ronde dans quelques instants, mais on a vraiment une activité qui est relativement dense, et on va le voir dans quelques instants en chiffres d'ailleurs, et en données concrètes sur le référencement justement et sur les études d'ailleurs des différents supports, et tous ne sont pas retenus, mais on va en parler dans quelques instants. C'est en effet un mouvement perpétuel. Ouais, donc si on n'innove pas en 2021 sur des nouveaux produits, je fais confiance à nos amis asset managers pour innover sur des solutions financières et nous challenger d'ailleurs que nous administrerons forcément dans nos produits. Donc en effet, on a ici un mapping avec le référencement de l'ensemble des supports dont on peut disposer. Donc vous le voyez ici sur nos plateformes produits, donc tout confondu, 850 OPC, 15 SCPI, 6 SCI et 6 OPCI. On parle ici que d'assurance ou de retraite. C'est vrai qu'on peut effectivement préciser d'ailleurs qu'on a une partie aussi de produits financiers, donc on a aussi du GFF, on a des SCPI en direct également, on a le private equity que tu évoquais tout à l'heure d'ailleurs sur la campagne des fixes hier 2020. Donc on a effectivement un spectre très large et on balaye aussi bien le côté assurance vie, capitalisation retraite, mais également la partie produits financiers. Et on a beaucoup d'ailleurs d'assets qui nous suivent et qui nous regardent, qui font partie de cette partie. Donc là aussi, on s'évertue notamment à faire un suivi de cet existant pour voir également comment sont répartis, enfin, quelle est la bonne répartition en fait des différents supports que nous administrons dans nos produits, en fonction évidemment des étoiles Cantalis ou Morningstar, et puis évidemment en fonction des catégories et des différentes classes d'actifs. Il y a une catégorie qui serait un petit peu transverse par rapport à ça, qui est c'est pas une catégorie en soi, mais qui concerne tout l'ISR et l'ESG, où on a maintenant plus de 150 supports qui sont topés ISR ou ESG. Donc un gros travail. Si on regarde également, on est très, très attaché à ça, sur les différentes corrélations qu'il peut y avoir entre les différentes classes d'actifs. Alors ce ne sont pas des découvertes pour vous, bien évidemment, mais pour nous c'est important parce que ça permet de muscler certaines zones sur lesquelles on serait peut-être un peu léger. Et c'est toujours ce qu'on recherche, on est toujours à la recherche permanente effectivement du trou dans la raquette et comment on peut venir combler ces classes d'actifs éventuellement ou ces supports, ces fonds qui nous seraient manquants et que recherchent d'ailleurs nos distributeurs, nos CGP. Alors je jette un coup d'œil à ma tablette pour savoir si certaines questions sont posées, hormis certains qui rencontraient quelques problèmes techniques. Mais pour le moment, je n'ai pas de questions, mais n'hésitez pas à nous interroger là-dessus. Alors tu parlais de trous dans la raquette, c'est également vrai par rapport aux différentes Steelbox, la Steelbox Action ou la Steelbox Obligation. Ça, c'est très important pour nous de screener tout cela parce que ça nous permet en effet de voir dans quel domaine on serait peut-être un peu léger et on sera plus appétent peut-être à entendre des propositions dans des domaines sur lesquels on serait peut-être moins représenté. Et on le voit bien d'ailleurs très, très clairement ici, on a une grosse prédominance notamment au niveau capitalisation sur l'investissement de grandes entreprises. Beaucoup de fonds et d'OPC aujourd'hui référencés chez nous sont effectivement, non pas dans le ventre mou, mais on a déjà 170 qui sont dans un style de gestion mixte. Donc ça c'est quand même important. Donc on regarde effectivement et on essaie de graviter et toujours de venir apporter une plus-value pour nos distributeurs. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, ça peut peut-être donner des idées pour nous proposer. Je pense qu'il y a un message. Exactement, pour nous proposer des choses. Alors encore faut-il qu'il y ait de l'appétence commerciale, évidemment. Hein. On n'est pas là simplement pour faire du référencement, pour le plaisir de faire du référencement. Alors, un zoom sur deux produits dont a parlé également Alain Regnault tout à l'heure. MyPGA et Perzen, qui sont donc des produits qui ont effectivement eu un gros succès technique, si j'ose dire, mais on ne s'est pas contenté de ça. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique de succès commercial. Donc, en effet, ces produits ont rencontré leur public. Donc, on est sur MyPGA avec un outil qui permet véritablement de capter, en quelque sorte, les unités de compte. Donc, ça, c'est très important. Et évidemment, on est sur une répartition alors, qui est un petit peu extravagante sur la partie monétaire, mais ça s'explique. On y reviendra peut-être tout à l'heure, d'ailleurs. Mais par contre, ce qui est important quand même de souligner, Thierry, c'est les 65% d'unités de compte. C'est vrai que c'est une exposition relativement importante. Alors c'est vrai qu'avec MyPGA, pour certains d'entre vous qui ne le connaissent pas, c'est vrai qu'on n'aura jamais une exposition à 100% sur le fonds en euros avec MyPGA. Puisqu'effectivement, on a la possibilité d'aller pour le client final jusqu'à 30, 50 ou 70% maximum. Donc on aura toujours une poche, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, de 30%
en unité de compte. Et on a bien le reflet ici, d'ailleurs, dans ce qu'on regarde là à l'instant. 65% d'unité de compte, c'est déjà très très bien. Alors j'ai déjà une question là, qui nous dit, est-ce que les fonds référencés le sont sur tous les contrats, assurance vie et PER? Alors pas forcément, ce n'est pas forcément automatique. Sur l'ensemble des contrats en assurance vie, des produits en assurance vie, on essaye effectivement d'avoir cette homogénéisation. Sur le PER, c'est un petit peu différent parce qu'on passe forcément par une association qui doit donner son aval. On en parlera tout à l'heure, peut-être un peu plus en détail avec Johan, le maître en la matière. Vous avez ici une répartition donc, des supports, comme quoi on a raison aussi de vous entendre, je pense, parce que vous voyez que sur ce seul produit MyPGA, on a quand même 536 supports qui sont réellement investis. Donc la course, non pas effrénée au référencement, mais cette ambition que nous avons de mettre en place donc, du référencement efficient, elle se traduit par des faits et des réalités donc, qui sont assez intéressants, avec aussi un gros focus quand même sur les supports immobiliers. J'ai effectivement l'ajouté d'ailleurs, puisqu'on a quand même 10% des CDI, 10% de SCI et 3 d'OPCI. Donc on a aussi vraiment une grosse prédominance de fonds immobiliers au sein de MyPGA. Donc c'est aussi un point intéressant. Et on voit également donc, une proportion assez significative sur les EMTN, les produits structurés, qui ressemblent, là aussi on confirmera ça avec Johan tout à l'heure, la problématique globale sur l'ensemble de nos produits. Peut-être quand même préciser que sur les fonds structurés, on a digitalisé l'investissement d'ailleurs à travers MyPGA. Et donc on a simplifié finalement l'investissement en fonds structurés puisque Absolument. Tout le parcours est digitalisé au sein même de la solution MyPGA. Du tunnel d'adhésion, absolument. Ouais, alors si on est sur le PERZAN, donc produit plus récent, donc, dont on disait qu'il s'était doté désormais d'une fonctionnalité digitale, donc on devrait là aussi avoir un petit coup de booster. Donc gros succès immédiat, ça fait 1 an que ce produit a été lancé. On est là aussi, dès lors qu'on est sur des produits à horizon assez lointain et surtout des produits à sortie tunnel, eh bien on peut se permettre en quelque sorte, je parle à la place du client, d'être un peu plus exposé en unité de compte. Et c'est le cas aujourd'hui donc avec une exposition assez significative et également donc on retrouve la part des supports de nature immobilière. Avec ici, vous voyez déjà 223 supports investis. On a un référentiel qui est un petit peu plus réduit par rapport à d'autres produits, mais néanmoins quand même très, très, très ouvert. Alors, à quand un référencement des structurés sur le PER? À quand le passage à 40% sur des supports de nature SCI? Là, on en parlera tout à l'heure également avec Johan. Je pose la question d'ores et déjà que tu puisses la retenir pour y répondre tout à l'heure. Mais on va y répondre, ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas de ce flot de questions. Toujours sur le référentiel, il nous paraît important de vous donner également une photographie de ce qui se passe chez nous. C'est important, on est dans une relation de partenariat. Donc on est ici en year-to-date, d'où la présence de fonds qui seraient peut-être, c'est moins vrai si on le fait au mois le mois, bien évidemment, mais on est ici donc en year-to-date et avec ici un focus, puisqu'on a vu l'importance de ces supports aujourd'hui, des supports de nature immobilière. Donc, évidemment. On peut peut-être préciser quand même, parce que vous l'avez vu dans les 2 précédents graphes, on avait une exposition sur le monétaire relativement conséquente. On le voit d'ailleurs, year-to-date, donc en 2e position, le monétaire. Il y a une explication, c'est également et d'une part le fonds d'attente, premièrement, quand on fait des affaires effectivement nouvelles pendant la période de renonciation, avant d'être investi directement dans les UC cibles sélectionnés par le client. C'est également aussi le réceptacle des options d'arbitrage automatique. Donc ceci peut expliquer effectivement cette distorsion et cette prédominance de monétaire en réalité, qui est un fonds finalement d'attente et de passage, donc passage obligé. Je ferai peut-être un clin d'œil aux events de tout à l'heure, mais je vois qu'on a Ishika Artificial Intelligence, donc on a eu, mais on en parlera, un webinaire assez récemment. Est-ce que c'est pour ça qu'il est en 10e position? On le saura, mais en tout cas, voilà, il y a de relation de cause à effet. Voilà, de cause à effet. En effet. Alors, justement, sur cette politique de référencement et le process que nous mettons en place, donc c'est important d'en parler, mais on en parlera aussi lors de la table ronde. Il faut se rappeler qu'on a plusieurs sources de référencement. Ça peut être nous-mêmes qui allons faire la chasse ou la pêche à des supports qui nous seraient nécessaires. C'est évidemment votre rôle aussi que de nous solliciter, mais c'est aussi l'ambition de certains distributeurs qui souhaitent absolument voir référencer certains supports.
Alors, c'est vrai qu'on a une réelle dynamique, on en parlait tout à l'heure, notamment dans mon équipe, en termes d'études et d'analyse de support. Bon, on l'a vu effectivement en 2018, 121 analyses, 2019 144, donc là il y a eu un peu une explosion effectivement d'études de nouveaux supports. Et bon, une légère baisse, mais on va dire qu'on est à 125, donc on a plutôt une continuité. Là où on peut constater, mais peut-être que justement lors de la table ronde on en parlera, c'est vrai qu'on a eu une baisse quand même de référencement, de fonds référencés, de produits structurés, mais on en parlera très certainement tout à l'heure au niveau de la table ronde. On ne va pas défraîchir effectivement les propos, mais il y a une tendance égale pratiquement en termes de fonds étudiés, ça c'est un fait, il y a vraiment cette même dynamique, en tout cas d'analyse, mais on a eu un peu moins effectivement de référencement. Open architecture, oui. mais pas open bar. Voilà. Donc, on est très attaché à ce genre de choses. Et sur les structurés, c'est peut-être aussi parce qu'il y a plus de dédiés, notamment actuellement. Alors, j'ai une question notamment. Peut-on accéder à des ETF dans les offres sur l'assurance vie, CAPI, sur le PER, etc. Oui, bien sûr. Nous avons une quarantaine, je n'ai pas le chiffre exact, une quarantaine d'ETF qui sont référencés aujourd'hui, qui sont accessibles sur ces différentes plateformes produits. Et donc, on continue à enrichir l'offre si nécessaire. Voilà. Le processus de sélection, il est assez rigoureux et pour autant assez agile, c'est-à-dire qu'on est souple et rapide, je pense, dans ces différents modes de sélection. Donc, il y a d'abord une analyse qui est menée sur est-ce que ça fait sens dans l'ensemble de l'offre, une étude plus technique qui est menée également pour savoir si ces fonds sont bien éligibles, etc. Et si oui, comment. Avec quelles limites, notamment on avait une question là-dessus et on en reparlera, au vu du code notamment, des codes, code des assurances mais code monétaire et financier également. Et puis ensuite on a un comité de sélection qui se réunit tous les 15 jours et là donc on passe au grill et oui ou non, stop or go, ou bien des demandes complémentaires pour pouvoir ensuite paramétrer sur un ou plusieurs produits ces différents référencements. Alors on aura quand même toutefois deux comités, c'est vrai, si on est sur la partie assurance vie ou sur la partie produits financiers, parce qu'effectivement le processus de sélection est quasi identique avec d'autres intervenants également, c'est vrai, pour la partie produits financiers, mais à l'origine et à la source, c'est vrai que c'est quand même nous qui allons faire, entre guillemets, la sélection première et le passage obligé. Alors, référencer, c'est une chose, mais là aussi, on en parlera avec Alexandre tout à l'heure, donc, qui est à la manœuvre également sur le sujet. C'est bien beau, mais il faut aussi communiquer, il faut faire savoir ce que l'on a pu mettre en place. Et là, dans les équipes, voilà, on a un vrai travail, effectivement, Thierry, parce que référencer, c'est bien, mais il faut le faire savoir. Donc, effectivement, il faut communiquer. Et régulièrement, que ce soit sur les fonds structurés, sur les nouveaux fonds référencés, eh bien, on communique directement auprès, effectivement, de nos distributeurs, de nos conseillers en gestion de patrimoine, justement, sur les nouveaux fonds qu'on a sélectionnés, et vos fonds d'ailleurs en l'occurrence. Avec l'exercice de style qui est de ne pas confondre communication et promotion, puisque nous ne sommes pas promoteurs de fonds. Exactement. Et il faut bien rester dans notre rôle et ce n'est pas toujours évident. Écoutez, voilà sur le référencement. Un autre point sur lequel on voulait mettre un accent très fort, puisque c'est aussi chez toi que ça se passe, Joachim. Il y a une très grosse densité d'activités, puisque donc on est sur des travaux sur les portefeuilles allocation, réallocation, qui sont aujourd'hui d'environ une allocation par jour. Hein. Donc c'est pas neutre. Et ça devient donc très dense. Et souvent, ce qui nous est demandé, c'est voilà, on voudrait moins s'exposer sur des fonds en euros, pour autant conserver le même degré de SRRI global sur le portefeuille, pour autant maintenir également le max drawdown. Et puis, si on pouvait décorréler davantage et si on pouvait évidemment avoir plus de perfs, ça serait bien. L'équation n'est pas simple. Voilà, c'est un vrai travail, effectivement, un vrai travail de fond en l'occurrence. Et c'est vraiment un service qu'on apporte effectivement à nos distributeurs. Et un point important, parce qu'on est fortement sollicité régulièrement, comme le disait Thierry, on va dire pratiquement un par jour, si on devait ramener ça à la journée. Alors là, on a une illustration, évidemment, on a masqué le nom des supports pour ne vexer personne ou quoi que ce soit. Évidemment, on s'appuie sur du backtest. Évidemment, il y a plein d'imperfections et on est prêt à vous entendre sur le sujet avec grand plaisir. Mais voilà, grosso modo, ce sur quoi nous sommes régulièrement interrogés. Ici, un exemple de portefeuille de SRRI 2 avec 60% de fonds en euros, une répartition, une équirépartition, évidemment c'est hypothétique, sur 5 UC. Eh bien, comment passe-t-on à 40% de fonds en euros sans avoir bougé le SRRI global, sans avoir bougé le max drawdown, etc. Et voilà l'exercice auquel on se livre avec, au passage quand même, une meilleure matrice de corrélation et puis au passage aussi une meilleure performance. Exactement. On ne va pas se plaindre là-dessus. Même exercice sur un SRI 3, etc. Et là, toutes vos bonnes idées sont vraiment les bienvenues.
pour que nous pensions finalement à administrer vos propres supports dans certains cas de figure. Ça, c'est vraiment la démarche que nous menons au quotidien, puisque donc c'est vraiment un gros boulot que l'on va voir également avec Alexandre. Voilà pour ce premier temps. Je te rejoins tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure, effectivement, pour les events. Voilà, exactement. Le deuxième volet de ton activité, finalement. Donc, je vais rejoindre nos amis pour cette table ronde sur le référencement et donc la poursuite de ce débat sur le référencement. Donc, Johan Attal, directeur technique et produit. Mathieu Lamy, donc de la direction financière en charge de la gestion financière et notamment aussi du fonds en euros, mais c'est important. Et Alexandre Duarte, donc chef de projet marketing au sein du département marketing opérationnel. Alors, merci déjà d'être parmi nous. Johan, déjà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le rôle de la direction technique dans la relation avec les asset managers et donc dans cette fameuse politique de référencement qui est le point clé, le point d'entrée chez nous? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Puis déjà merci pour cette invitation, c'est important puisque ça fait déjà quelques semaines que je suis dans ma chambre et la première bonne nouvelle de la journée, c'est que je rentre dans mon costume. Et voilà, donc ça, j'ai pu commencer cette journée par ça. Merci à tous de nous écouter. Alors la direction technique et la relation avec les asset managers, alors déjà peut-être préciser ce qu'est une direction technique. Globalement, faire simple, c'est on évalue et on gère les risques de la compagnie d'assurance. Et on développe les offres produits. Donc, on a entendu parler du PERZ et du MyPGA. Voilà, donc c'est piloté par la direction. Et quand on parle de produits, de gouvernance produit, on a bien sûr au sein d'une compagnie d'assurance vie une robustesse à avoir. Et quand on parle de référencement d'unité de compte et le lien avec ce manager, ça se fait dans le cadre de cette gouvernance produit qui doit être à la fois robuste et agile. Quand on parle d'intégrer des UC, ça paraît très simple. On a parlé de 800, 900 supports qui sont sur le contrat assurance vie. Finalement, on se dit qu'il suffit de claquer des doigts. C'est presque ça, mais pas tout à fait ça. Il doit y avoir cette robustesse. Robustesse pour respecter la réglementation, ça paraît évident, mais il y a différentes réglementations et on doit s'assurer que les UC respectent ça. Également, on doit s'assurer qu'on maîtrise nos risques parce que l'assureur, quand il a des UC, en rayon, il porte aussi des risques, notamment des risques de liquidité, donc c'est le deuxième point important. Et puis il y a tout l'aspect opérationnel qu'on ne voit pas, et tant mieux, j'ai envie de dire, le but c'est pas que vous le voyez, ni les assets, ni les clients, ni nos partenaires, c'est que tout ça doit être très fluide, mais pour que ce soit fluide, il y a beaucoup de travaux en amont et beaucoup de branchements à faire, que ce soit des systèmes d'information, du documentaire, toute cette mécanique qui doit fonctionner, d'autant plus que nos produits, nos supports maintenant sont, et Joachim l'a évoqué, sont disponibles c'est du digital. On est dans un environnement où les investissements, les arbitrages se font via du digital. Il faut que tout ça fonctionne et soit robuste. Donc c'est robustesse et agilité, puisqu'il y a de nombreux partenaires et en témoignent ces événements qui tracent ça. Et derrière, il y a des besoins de référencement, donc il y a cette agilité pour référencer rapidement, mais aussi savoir dire non, c'est aussi le rôle. Absolument. Et voilà, il faut aussi savoir dire non. Tu parlais de rapidité de référencement, de fluidité, donc effectivement on y est tous très attachés, nos amis asset managers également, mais en moyenne il faut compter quel timing entre le moment où le produit est proposé en comité de sélection et le moment où il est accessible dans les produits. Il faut compter 4 semaines. Alors bien sûr, quand il y a des urgences, quand il y a des situations particulière. Ça, il ne fallait pas dire ça. Il ne fallait pas dire ça, mais qui reste tout à fait exceptionnel, qu'il faut le justifier évidemment. Mais voilà, le temps moyen, c'est 4 semaines. Et il y a toute une chaîne, toute une organisation, que ce soit pour les OPC classiques ou pour des produits structurés. On a parlé de 80 produits structurés référencés probablement cette année. Voilà, tout ça, il y a toute une chaîne qui se met en place. Et pour que ce soit fluide, il y a toute une organisation en amont qui est mise en place, effectivement. Ok, merci. Alors justement, sur la fluidité et l'organisation ou le chaînage, en quelque sorte, dans toute cette mise en place, la direction financière, donc évidemment, a son mot à dire. Donc Mathieu, merci. Quelle est la responsabilité de la direction financière dans cette chaîne de transactions ? Alors, bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est vrai que comme tu l'as dit tout à l'heure, la gestion financière, on s'occupe à la fois du fonds en euros, mais aussi des unités de compte. Alors, c'est à peu près un 50-50, mais c'est vrai que l'activité unité de compte a eu beaucoup de surcroît d'activité, a généré beaucoup de surcroît d'activité depuis la montée en puissance de
du nombre de référencements, du nombre de Désolé, on qu'on est a un peu dans pour quelque chose. Non, mais c'est très bien. Alors, on découvre aussi des nouveaux produits à travers les unités de compte. Là où on intervient dans ce processus de référencement, c'est sur les sujets un peu de risque. Donc, Johan en a parlé un petit peu, le risque de liquidité, également le risque de drawdown, de volatilité. En fait, le tout étant d'essayer de bien maîtriser et de bien savoir quelle est la combinaison entre liquidité et volatilité, puisque un titre qui ne serait pas liquide à partir du moment où il n'est pas volatile présente moins de risques. Donc le sujet qu'on va adresser, c'est de regarder, surtout sur les nouvelles UC immobilières notamment, sur les produits structurés, quels sont ces couples volatilité, liquidité. Donc en fait, on ne fait pas de référencement à l'aveugle, on s'intéresse également aussi, bon, au-delà de la due diligence bien sûr, mais on s'intéresse aussi au mode de fonctionnement de ce fonds et au suivi qu'on peut en avoir. Tout à fait. Et alors, on va distinguer deux cas. Le cas des OPCVM, pour lequel le référencement est plus rapide. On a externalisé une partie de l'activité auprès d'une plateforme qui nous permet d'être assez réactifs sur tout ce qui est due diligence des sociétés de gestion, sur tout ce qui est KYC, parce que en fait, la réglementation a beaucoup évolué et il y a une lourdeur administrative qui en découle. Et donc toute cette activité en fait, qui a été un peu externalisée nous permet de nous consacrer vraiment plus au référencement et au sujet de risque. Mais c'est vrai que pour les OPCVM, c'est un process qui est plus rapide. On travaille également avec des bases comme Morningstar ou Bloomberg. Donc très rapidement, on peut avoir les informations qu'on souhaite, comme les commissions de souscription, les commissions acquises au fonds, les mécanismes de swing price, qui sont des sujets qu'il faut adresser, parce que tous ces sujets-là, dans nos systèmes de gestion, peuvent à un moment donné ne pas être automatisés. Donc il faut bien regarder ces sujets-là. On ne peut pas tout référencer non plus, même sur des OPCVM. Mais en tout cas, voilà, avec ces bases, on arrive à gagner en efficacité, ce qui ne nous empêche pas, quand même, sur certains sujets, d'être obligé d'aller dans les prospectus, d'aller quand même fouiller les prospectus. Et de plus en plus, malheureusement, on est sur des SICAV luxembourgeoises où donc parfois c'est un jeu de piste pour aller trouver les bons frais pour la bonne part, etc. Mais voilà, en tout cas, on travaille avec de plus en plus d'outils qui nous permettent d'être et d'apporter cette réactivité sur les référencements. Donc bien que ce soit des référencements en UC, ça ne veut pas dire pour autant que le client ou le CGP soit tout seul dans leur pampa. On a aussi notre mot à dire et notre responsabilité. Merci Mathieu, je reviens tout à l'heure. Alexandre, donc toi au sein de la direction et du département marketing opérationnel, donc comment ça se passe quand on fait une demande de référencement? D'abord, qui peut la faire et comment tu l'administres, comment tu l'instruis? Déjà, bonjour Thierry, bonjour à tout le monde. Concrètement, nous, on a trois canaux de sourcing. Le premier, c'est, tu l'as évoqué brièvement, c'est nous-mêmes. Finalement, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, à partir du moment où nous, on identifie, au travers de notre veille qui est alimentée par les communications des différents assets, une pépite, quelque chose qui nous permet d'élargir, d'approfondir notre référentiel, de favoriser la dispersion du risque, ouais, ou même saisir une opportunité de marché, on référence. Le deuxième canal, c'est les asset managers. Tu l'as évoqué, ils sont très prolifiques. Ils font leur boulot. Hein. Ils font très très bien leur boulot, ils ont des idées, là-dessus on leur fait totalement confiance. Donc à partir du moment où ils nous proposent un support qui est différenciant, de la même façon on va référencer. Et puis donc nos partenaires CGP, puisque eux sont en perpétuelle recherche de solutions pour couvrir les aspirations, les craintes, les objectifs de leurs clients. Eux-mêmes identifient des pépites, des fonds sur lesquels on est nous passés à côté, et ils nous demandent donc de les référencer pour pouvoir proposer les supports qu'ils ont identifiés, ouais, avec les contrats qu'eux-mêmes ont identifiés. Y compris, on le voit souvent, donc dans les allocations de portefeuille qui nous demandent. Donc là aussi, toi, tu vas rechercher ou tu vas faire ton marché pour répondre à ce cahier des charges. Tout à fait. Ce qui n'est pas toujours évident. Alors on a le super CGP qui sait ce qu'il veut, et donc lui il nous donne un cahier très très formaté, et donc on a un petit peu moins un petit peu moins de liberté. Et il y a le CGP qui nous fait confiance et qui nous dit moi je veux tant de perf, tant de vol.
je vous laisse faire. Et nous, à ce moment-là, effectivement, c'est le plus intéressant pour nous, où là, nous, on va identifier et on met vraiment en application les fonds qu'on a identifiés. Et tu y rajoutes souvent ta patte ISR ESG à laquelle tu es très attaché également. Tout à fait. Sauvons la planète. Exactement. Johan, je reviens vers toi. En fait, pour peut-être que tu nous éclaires et que tu éclaires peut-être aussi nos amis asset managers concernant donc à la fois autour du référencement, mais les sujets autour de la marge de solvabilité. Donc Solva 2, donc on est en plein dedans. Donc fonds euro et UC. Quelques éclairages là-dessus peut-être liés à cette politique de référencement. Alors, solvabilité, c'est pour chaque risque porté par l'assureur, derrière, il y a des fonds propres à immobiliser. Et bien sûr, quand on parle du fonds euro, et Mathieu qui gère le fonds euro, coûte plus en fonds propres, parce qu'il y a davantage de risques, parce qu'il y a une protection qui est apportée par l'assureur, ça coûte plus de besoins en fonds propres. Mais pour autant, la partie UC, on peut se dire mais le risque est entièrement supporté par le client et finalement, il n'y a pas de risque pour la compagnie. Alors, ce n'est pas exactement le cas, puisque c'est vrai que dans un monde parfait, le risque est porté à 100% par le client et l'assureur ne porte pas. Je ne sais pas si c'est un monde parfait, parce que l'assureur aussi doit porter du risque. Donc ça, c'est encore un autre débat. C'est la définition d'assureur. Mais je rappelle un principe quand on parle d'unité de compte dans les contrats d'assurance vie, c'est que c'est bien l'assureur qui est détenteur des parts, des EPC, des titres, et le client est exposé sur une valeur, une unité de compte. Et ce qui fait qu'il peut y avoir des mismatchs entre les deux, et concrètement, un assureur peut porter un risque et peut avoir des fonds propres à sortir en situation de marché extrême sur la unité de compte. Notamment, et on va reprendre le principe de liquidité pour illustrer ça, si un client se demande un rachat, moi, assureur, je dois exécuter ce rachat suivant les conditions générales du contrat assurance vie. Si je n'ai pas la contrepartie, si je ne peux pas sortir ces fonds au niveau de mes actifs, on voit bien qu'il y a ce décalage. Donc bien sûr, il y a moins de fonds propres immobilisés sur la partie unité de compte que sur la partie fonds propres, que sur la partie euro, pardon. Mais il y en a également. Et ce sujet d'immobilisation, derrière, c'est le sujet de partage de valeur, concrètement, entre les différents acteurs. Et finalement, avec MyPGA, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est de mieux aligner les intérêts de chacun, puisque quand le client est fortement exposé sur une unité de compte, il a un rabais sur sa tarification. Donc concrètement, l'assureur qui immobilise moins de fonds propres quand il y a des UC, il va reverser une partie de ses marges, puis ça revient à ça, sur MyPGA pour permettre au client de bénéficier d'un tarif plus bas. Finalement, les intérêts sont alignés. Exactement. Entre le distributeur, il ne faut pas l'oublier non plus, oui, le client. Non, je ne dis pas que tu l'oublies, mais effectivement, c'est intéressant que tout le monde soit aligné, le distributeur, le client et l'assureur et l'asset manager, évidemment, puisque donc on promeut finalement indirectement ces unités de compte. Alors peut-être aussi quelques mots. On avait aussi la question, notamment voilà, sur les ETF, l'accès à ces ETF, mais également, tu en parlais, des SCPI et des structurés. Donc on a ici des supports qui sont un petit peu particuliers, où la liquidité n'est pas celle des OPC. Comment on gère ça ou comment on s'en sort de tout ça? Alors, je laisserai Mathieu compléter sur les sujets de liquidité. Mais alors, il y a les OPC classiques, mais quand bien même les OPC classiques, il faut les gérer. Il peut y avoir des risques sur les OPC classiques. L'histoire récente peut le montrer également. Mais bien sûr, sur des supports qui ont moins de liquidité, il y a des risques spécifiques. Parlons des supports immobiliers rapidement. En effet, il y a derrière, on rappelle que l'assureur doit valoriser le contrat dans les 30 jours et régler dans les 2 mois. Ça, c'est le code des assurances. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de liquidité, il y a un risque. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de mitiger ces risques-là au niveau du contrat en mettant des limites dans l'investissement. Alors, parfois, les limites, c'est vrai que ça peut être vu comme des contraintes, mais c'est une manière de gérer et de permettre d'avoir une offre large. La contrepartie de cette très grande profondeur de la gamme, c'est qu'il y a quelques règles d'investissement pour diversifier les risques et manager le risque. C'est notre rôle en tant qu'assureur. C'est à la fois notre rôle, mais c'est aussi la réponse à la réglementation. Donc, on avait une question tout à l'heure sur les 30% sur une SCI de type autre FIA. Je crois que tu as une réponse. Exactement, tu as la réponse. Tu as un peu la réponse de la question. À partir du moment où on est dans un autre FIA, alors je ne vais pas vous citer les codes d'assurance et les renvois dans tous les sens, mais il y a une limite qui est de 30%, et c'est du règlementaire. Voilà, ça, c'est typiquement une limite imposée par la réglementation. À côté de ça, il y a d'autres critères qui sont
liées à des gestions de risque de l'assureur. Alors peut-être juste pour terminer sur ces aspects un peu particuliers, un peu non pas à la marge, mais qui sont, on l'a vu, qui pèsent de façon importante, les structurés, les SCPI, etc. Donc toi notamment dans ton équipe, sur les structurés, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de travail, une densité, une fréquence de demande très importante. Alors sur les produits structurés, c'est un peu l'amélioration continue. C'est vrai que ça fait 9 ans maintenant qu'on gère cette activité au sein de la direction technique et chaque année on a essayé de s'améliorer. On a aussi eu beaucoup de feedback des partenaires. On a allégé les processus. On a allégé les processus. Accéléré. Et voilà, on a essayé de voir quels étaient les freins qui faisaient que entre le début des échanges et la mise en rayon sur le contrat assurance vie, comment on pouvait réduire ça et maximiser. Donc chaque année, on a un peu amélioré, on a quasiment dédié des ressources sur ces sujets-là pour piloter les différents enjeux. Alors, quand on met en place un produit structuré dans les contrats assurance vie, là encore, il y a des risques qu'il faut manager. On met, quand il s'agit de produits structurés exposés sur des sous-jacents actions uniques, on veut limiter à 30%, parce qu'on rappelle que dans le code d'assurance, il y a un point, il y a notamment une notion de protection suffisante de l'épargne investie. Alors je sais bien que c'est un grand débat et chacun en fait son interprétation, mais voilà, on est bien dans ces logiques-là. Et on saura nous le rappeler s'il y avait un revers de marché. C'est exactement ça. C'est-à-dire quand tout va bien, quand les marchés montent, effectivement tout le monde a le sourire et il n'y a pas de risque. Le jour où les assurés réaliseront des pertes, et ça peut arriver malheureusement sur ce type de produit, il faut bien s'assurer que toute la chaîne soit bien protégée pour s'assurer que chacun a bien fait son travail. Pierre, j'ai bien reçu ta question. Je vais la poser à Alexandre tout à l'heure, t'inquiète pas. Je rebondis vers Mathieu, comme tu le disais, Johan. Donc, en matière de liquidité, je pense que ton focus et ton interprétation ou ton complément serait intéressant. Donc, quel est ton point de vue là-dessus ? Alors effectivement, nous, le point de vue, on le voit parce qu'on passe les ordres. La gestion financière, on passe les ordres sur le marché. Donc on voit clairement s'il y a des sujets de liquidité. C'est arrivé très rarement. On a eu sur les OPCVM un épisode cette année. Sur les SCPI, on a déjà connu dans le passé des blocages. C'est-à-dire que le carnet d'ordre n'étant pas équilibré, il y avait plus de rachats que de souscriptions. Il y a des ordres qui n'ont pas pu être exécutés. Heureusement, les prix pendant cette période se tenaient tout à fait, donc il y avait une vraie stabilité des prix, ce qui fait que le risque était limité. Et sur la dernière classe d'actifs qui a été évoquée sur les produits structurés, là de la même manière, en 9 ans, je viens de rappeler que ça faisait 9 ans qu'on en gérait, on n'a jamais connu de réels problèmes de liquidité. Il y a eu des stress de marché, il y a eu des prix très décoté, encore récemment sur certaines thématiques comme le pétrole. C'est aussi ce qui alimente ce marché. C'est ce qui alimente ce marché et il faut pouvoir saisir ces opportunités, ce qui est possible dans notre offre aujourd'hui. Donc ça permet à certains clients de faire de très belles performances. Mais voilà, sur ces produits structurés, on n'a jamais eu d'épisode de stress de liquidité qui aurait pu faire décaler les prix fortement. Les prix ont décalé, mais c'était plus des effets de marché, de prix de sous-jacents qui eux-mêmes décalaient. Et je tenais à vous remercier d'ailleurs particulièrement tous les deux parce que récemment nous sommes ouverts également à des structurés au secondaire, donc ce qui n'est pas commun et donc ce qui est un exercice de style important mais qui montre également une très belle agilité. Mathieu, également un point, Johan l'a rappelé et je le disais également, tu gères le fonds euro, donc tu as une jolie responsabilité sur ce coup-là. Donc la relation avec les asset managers sur cette gestion du fonds euro qui te sollicite aussi assez fréquemment. Oui, alors malheureusement je peux moins répondre favorablement à toutes ces sollicitations puisque on a vu, il y avait pas loin de 1000 supports, toutes classes d'actifs confondues. Donc forcément, nous, le filtre laisse passer moins de supports, moins de titres. Mais néanmoins, on rencontre beaucoup d'asset managers sur toutes les classes d'actifs. Et c'est vrai que les classes d'actifs aujourd'hui qui permettent d'associer faible volatilité et rendement quand même substantiel se trouvent dans le monde du non-coté, puisque
Dans le monde du côté, voilà, il y a des performances, il y a des belles performances, mais il y a beaucoup de volatilité. Et donc, pour assurer un fonds en euros avec les garanties qu'évoquait Joanne tout à l'heure, il faut essayer de limiter les risques et donc d'essayer d'avoir des rendements le plus stables possible également. Non. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que ce ne sont pas des machines qui gèrent tout ça. Il y a de l'humain qui analyse tout ça très en profondeur et qui permet de donner des avis, en tout cas des perspectives. Et l'humain, il est aussi chez Alexandre, parce que je crois que chez toi aussi, c'est pas automatique. Hein, le référencement, c'est pas automatique. Encore. On a un droit de veto, effectivement, et surtout d'échange et de débat. Comment ça se passe? Est-ce que tu ne fais pas trop de frustration? Alors, je veux dire oui et non. On s'impose d'étudier tous les fonds. On n'a pas envie de passer à côté de la belle opportunité. Donc on étudie tous les fonds, même si ça prend du temps. En revanche, on ne référence pas tout. Tu l'as rappelé tout à l'heure, open architecture, mais pas open bar. Et donc, à ce titre-là, on vérifie toujours la pertinence d'inscrire un nouveau fonds dans notre référentiel. Je pense que Joanne et Mathieu l'ont évoqué, référencer un fonds, ça prend du temps. Et du temps, c'est de l'argent. Donc, l'idée derrière, c'est que quand on référence, c'est quand même un vrai succès commercial. Pour avoir un ordre d'idées, en fonction de si on voit le verre à moitié vide ou plein, c'est un OPC sur 2 qu'on référence ou qu'on ne référence pas, en fonction de ce qu'on veut. Voilà, on l'a rappelé, c'est 850 OPC, tout contrat confondu, c'est très très dense. On a beaucoup de sollicitations, mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'on ne connaît pas bien notre référentiel. Quand tu dis on connaît le public à qui on s'adresse ne connaît pas forcément bien notre référentiel. Que ce soit nos partenaires A7 ou CGP ne connaissent pas notre référentiel et je pense qu'on a un vrai sujet là-dessus. Voilà, on sait aussi balayer devant notre porte quand il le faut et notre objectif 2021, ça va être de muscler gentiment notre communication sur le référentiel. Je pense que tu auras l'occasion de l'évoquer. Il y a de nombreux sujets en cours en 2021. Donc voilà, qui devrait. Alors justement, il y avait une question de Pierre tout à l'heure qui peut s'adresser d'ailleurs à la fois à Alexandre et à Joanne. Y a-t-il des critères d'ancienneté et de taille de fonds minimum pour pouvoir prétendre à une demande de référencement? En résumé, y a-t-il un minimum d'encours et au minimum de date de création pour pouvoir prétendre à une demande de référencement? Alors, je vais répondre pour la partie commerciale. Non, il n'y a pas de minima. Je l'ai évoqué, on étudie tous les fonds. Comme tout le monde, on aime bien avoir un peu de track record, mais quand on n'en a pas, c'est pas grave. Là, récemment, on a référencé un fonds qui est vraiment, enfin, moi que j'ai trouvé innovant, qui est sur le domaine du sport, qui investit aussi bien sur les équipementiers que sur les clubs de foot, que sur l'e-sport. Concrètement, c'est un fonds qui a été lancé en septembre. Donc pas de track record, pas des gros encours, mais c'est un fonds sur lequel qui est très innovant. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas un qui investisse dans les mêmes secteurs. Et donc, voilà, concrètement, c'est le genre de petits trucs qu'on aime et qui peut vraiment avoir un réel impact. Pour lequel on identifie en effet une opportunité ou un potentiel. Ça rentre dans les opportunités de marché. Ouais. Joanne n'aura peut-être pas le même avis. C'est un critère, mais qui n'est pas un critère dur, en le sens où c'est pas, on n'exclut pas les petits fonds du référencement, mais voilà, c'est bien sûr un critère qui est regardé. Mais... Prendre le train quand il est encore en gare, c'est peut-être pas mal aussi. De temps en temps. Mathieu, un peu moins vrai pour toi? Ah bah pour le fonds euro, un peu moins vrai, mais effectivement, on aime bien avoir un classique 3 ans de track record. Ça nous arrive de regarder des fonds qui ont un encours inférieur à 100 millions d'euros, mais c'est vrai qu'on se fixe un peu quand même une barre à 100 millions d'euros d'encours. Voilà, donc ça c'est pour la partie fonds en euros, mais effectivement sur les UC, on peut être plus souple, plus agile sur le sujet. Donc effectivement, on l'a déjà fait, on le refera encore dès lors qu'il y a du potentiel. Alors justement, potentiel, donc on l'a dit tout à l'heure, référencement, c'est une chose, mais communiquer, c'en est une autre. Avec la frontière très ténue, et je te remercie de cet exercice d'acrobatie qui est le tien, entre on communique sur un fonds sans pour autant en faire la promotion. Alors comment ça se passe donc nous, on est plateforme, on est passif, donc on n'a pas la capacité à animer ou promouvoir un fonds plus qu'un autre. On a des gens chez nous qui y veillent et tu sais très bien qu'ils sont plutôt actifs sur le sujet. On peut être souvent recadré. Par contre, on anime des séances et des séances et des journées de travail sur lesquelles on offre l'opportunité aux asset managers de présenter un fonds. Donc c'est un exercice de style qui est fait sous forme de table ronde. Ce sont des événements qui peuvent être ou digitaux ou présentiels. Bon, Covid oblige, on a été plutôt sur du digital
cette dernière année. Mais voilà, c'est l'opportunité pour eux de promouvoir un fonds, de créer du lien, puisque on n'est pas un gros assureur, une grosse plateforme, donc on a cette capacité à créer du lien peut-être plus facilement que des très gros. Et puis ensuite, la promotion des fonds, elle se fait tout simplement par la synergie entre les équipes commerciales d'AGS Patrimoine et de l'asset manager qui finalement sont peut-être les meilleurs prescripteurs l'un pour l'autre. Tout simplement, on a toujours favorisé la proximité. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Même si elle est digitale parfois. Pour le moment, en tout cas. Mais ça va changer, on va s'en sortir. Cela étant, on arrive quand même à maintenir le lien et je pense que c'est important. Il y a une dernière question là, qui vient de me parvenir. On a évoqué les critères de sélection, la volatilité, la corrélation, etc. Quel style de gestion regardez-vous aujourd'hui ? En un mot, tous. Voilà, tous mon capitaine. On n'est pas sectaire, on l'a évoqué, on regarde les grandes, les petites capis, les très vieux, les petits encours, les grands encours. On regarde tout. À partir du moment où il y a une vraie opportunité de se différencier dans le référentiel ou une vraie opportunité de marché, on dit banco. D'accord. Toi, tu nous as donné quelques pistes en disant que tu regardais aussi le non-côté. Oui, le non-côté, en fait, il a un gros succès, tu l'as dit tout à l'heure. Sur l'immobilier, qui représente une part importante maintenant de notre encours en unité de compte. On observe ce mouvement un peu sur le fonds en euros également. En fait, il y a une certaine analogie d'ailleurs sur les tendances de fonds entre euro et UC. D'un côté, sur l'euro, les gestions passives avec des fonds indiciels ou des trackers qui permettent d'investir pendant la cotation en intraday ont un regain d'intérêt et on le voit avec des marchés qui vont très vite. On l'a vu le 9 novembre pendant la pause déjeuner avec un marché qui rebondissait de quasiment 10% en une demi-heure après les annonces des résultats de la phase 3 du vaccin. Voilà, maintenant plus de pause déjeuner, sandwich. Donc en fait, voilà, ces supports sont de plus en plus prisés pour pouvoir réagir rapidement dans un marché qui va très vite. Sur les unités de compte, on a vu depuis quelques années également un début, alors ce n'est pas encore massif, mais des investissements sur les trackers, des investissements sur les titres vifs, sur les actions en direct. On en voit passer, nous, dans les carnets de plus en plus, quasiment au quotidien. On a des investissements dans les trackers, dans les titres vifs. Alors, c'est bien sûr pas pour investir en intraday, ça, on ne le permet pas encore. Peut-être que dans un futur pas forcément proche, ça viendra. Ça sera encore de l'assurance. Ouais, c'est très financiarisé. Très financiarisé. Okay. Mais en tout cas, il y a cette demande. Et par contre, là où il y a un réel engouement et un réel succès depuis maintenant longtemps, c'est sur le non-coté. Et c'est ce qui se passe aussi sur le fonds en euros. Le fonds en euros, on investit de plus en plus dans le non-coté. Alors peut-être plus sur de la dette, non-coté, de la dette corporate, de la dette infrastructure, de la dette immobilière, de la dette collectivité locale. Et c'est vrai que dans les UC, aujourd'hui, la part belle, c'est pour l'immobilier. Mais c'est tout à fait envisageable. Il faut trouver le bon dosage, il faut trouver le bon produit, mais qu'à l'avenir, on ait un OPCI, une ESCI, une ESCPI, mais pour lequel le I ne serait pas forcément immobilier, mais infrastructure. Et c'est vrai que pour se rapprocher des... Pour se rapprocher en termes marketing, on va s'en servir de ça. Et sur ces offres qui pourraient voir le jour, notamment sur la dette. Alors, il faudrait que ce soit de la dette qui ait un rendement un peu substantiel quand même. Mais sur la dette, on a moins de volatilité que sur l'equity, mécaniquement. Et donc, ce seraient des produits qui pourraient se substituer encore mieux peut-être que aujourd'hui l'immobilier pour le fonds en euros. En tout cas, on a plein d'idées. Côté Johan, donc pareil, tu regardes tout. Tu n'as pas de favori dans les styles de gestion? Je suis agnostique complètement sur cette partie-là. Et le principe, c'est la liberté. C'est de dire, voilà, il doit avoir toutes les classes. On sait bien qu'il y a des effets de mode. Parfois, des classes sont plus dans le temps que d'autres. Mais le principe sur des contrats assurance, des contrats de retraite, c'est qu'on est sur un investissement long terme. Donc, que lier les supports disponibles au bon moment. Sur les classes d'actifs nouvelles, alors c'est vrai que le non-coté, on a déjà mis dans les contrats assurance vie. Et également sur le PERZEN, on a un produit non-coté. Alors, sur le non-coté, il faut savoir que ce qui se passe, c'est que derrière,
pour qu'il y ait une liquidité qui ne soit pas portée par l'assureur, puisque là, pour le coup, ça veut dire qu'il y aura un énorme décalage entre l'actif et le passif. Ce sont des sorties en titre. Quand on est dans du pur non-coté, c'est le dispositif Macron du temps où M. Macron était ministre, qui permet d'avoir une sortie en titre sur du non-coté. On l'a fait sur le titre private equity et c'est des choses qu'on regarde. Alors il y a ce sujet de sortie en titre, il faut qu'il soit accepté par les clients et il y a aussi peut-être quelques freins réglementaires à lever sur ces dispositifs de non-coté. Et ça, c'est plus dans les pouvoirs publics que ça va se jouer, mais il y a des enjeux sur le non-coté, c'est évident dans les prochaines années. Oui. Ok. Alors Régis, non, pour le moment, les ETF ne sont pas en intraday, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure. Peut-être qu'on y réfléchira, mais de mon point de vue, je pense qu'on s'éloignerait du contrat d'assurance et je pense que Johan ne sera pas loin de... Mais c'est le cours de clôture, simplement, on prend le cours de clôture. Une question également pour toi. On parle beaucoup de référencement, mais est-ce que vous déréférencez des fonds ? Bonne question. Le rêve d'Alain. Non, on ne déréférence pas de fonds. Alors, ça pose c'est compliqué. C'est aussi pour ça qu'on doit être vigilant dans la phase d'intégration, puisqu'on déréférencer, c'est compliqué. Alors, bien sûr, il y a des fonds qui disparaissent via des OST. Et c'est aussi un des gros sujets opérationnels et qu'on ne voit pas. C'est toute cette partie-là qui a géré, qui prend plusieurs, qui concerne de nombreuses directions dans l'entreprise, notamment Mathieu. C'est ça. Donc il y a ces disparitions qui se font naturellement via ces OST. Oui. On essaye de communiquer au mieux, en effet, sur les OST, mais ce n'est pas toujours évident. Allez, tant pis, je me lance sur la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Ça sera quoi le taux de rendement du fonds euro ? Non, moi j'arrête là. Non, tu le conserves encore pour toi, tu as raison. Merci en tout cas, messieurs, de cet échange et merci à vous tous des questions qui ont permis de rythmer cet échange. On va passer désormais donc à un film qui concerne les différents events qu'on a pu mener ou pas mener lors de cette année 2020. Un petit film qui dure 4 minutes 50, je crois, ou 4 minutes 30. Donc vous allez avoir un petit résumé. On reviendra ensuite avec Joachim sur ces events passés et surtout ce que l'on va vous proposer pour 2021.
Bien, on vous retrouve avec plaisir après cette table ronde et ce tour d'horizon sur le référencement. Donc, comme on vous l'avait promis, donc on va faire également un petit focus rétrospectif d'abord sur les événements 2020, mais vous venez d'avoir un aperçu via le film. Et puis, surtout, on se projettera donc, sur 2021. Donc, j'ai rejoint à nouveau Joachim qui est en charge et qui est le grand maître en la matière sur la coordination de tous ces events. Donc, on va d'abord commenter, et peut-être un peu de redite par rapport au film, mais peut-être avec un autre focus sur les différents events. Et tout d'abord, quelques éléments, quelques grands principes. Alors déjà, on est toujours très attaché à une dimension didactique. On aime à partager les choses avec les CGP notamment. Donc on aime bien également cette approche par les bonnes pratiques. On est toujours dans des formats intimistes. On ne se retrouve pas trop dans les grands formats à 200 personnes. On ne sait pas faire. En revanche, on aime bien les formats intimistes sur une journée à 8, à 10, 12, 15 personnes. Et là, on peut vraiment échanger. On peut vraiment faire participer les différentes personnes avec qui on travaille. Et puis, on est toujours sur la base de coûts réels. Donc chez nous, c'est le partage équitable, une équirépartition des coûts et des budgets entre les différents intervenants. Et on apprécie beaucoup de faire ce genre de choses, avec toujours une dimension extrêmement pratique sur l'efficience des différentes actions, des différentes opérations, avec une analyse assez précise du retour sur investissement. Et c'est ce que l'on aime partager avec vous. Donc plusieurs typologies d'événements ont ponctué 2020, mais on aime bien rappeler quand même, et je sais que vous y êtes sensible, que chez nous, pas de droit de parking sur le référencement des fonds. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler. Pas de cotisation à un club ou quoi que ce soit, donc on réfute ce genre de choses. En revanche, on refacture pour des opérations sur lesquelles vous avez une vraie vision des choses, une vraie intervention, eh bien, le prix coûtant qui a été réparti entre les différents intervenants. Et justement, quand tu parles des grands principes, en tout cas, Thierry, il faut quand même remercier, mais on peut le remercier quand même toutes les équipes qui travaillent, parce qu'il y a un vrai côté cœur, une passion, un investissement en tout cas, aussi bien d'ailleurs de vous, de tous les assets partenaires qui travaillent, qui font avec nous, c'est la réussite d'ailleurs de ces événements, que des équipes passées, on pense à certaines personnes d'ailleurs, qui nous ont quittés pour d'autres aventures, mais aussi présentes et qui nous regardent très certainement en plus aujourd'hui. Un petit clin d'œil, mais il y a une vraie passion et de belles histoires et de belles rencontres également, et vous le verrez, parce qu'on lit effectivement la pratique, le réel, mais on va le voir dans quelques instants, il y a une vraie passion en tout cas. Une implication, en effet, commune, c'est bravo. Alors, effectivement, donc, quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits, mais aussi confinement oblige, parce qu'on a été obligé de se réinventer également. Donc, là où nous avions prévu de faire 2 e-forums sur l'année 2020, on en a fait 5, je crois déjà. Donc, forcément, on a accéléré un peu la cadence. Donc, comme son nom l'indique, c'est un forum, mais à distance, qui existait bien avant le confinement, mais qui s'est enrichi. On a digitalisé. Voilà. Finalement, c'était un peu le catalyseur. Malheureusement, la crise sanitaire, certes, bien dommageable pour beaucoup, mais par contre, un catalyseur, en tout cas pour beaucoup, de la digitalisation dans les communications. Absolument. Donc, et les e-forums, donc, on a eu 2 e-forums qui sont un peu génériques, début d'année et à la rentrée de septembre, avec 10 à 12 sociétés de gestion qui ont donné leur point de vue. Donc, c'était assez dynamique. Et le dernier a d'ailleurs été enregistré ici, c'était très bien. On a fait une édition spéciale sur l'immobilier en assurance vie, sur le private equity également en assurance vie, ainsi que sur les produits structurés. Donc, vous voyez qu'on est très open sur des propositions qui pourraient être faites, soit sur des thématiques, soit sur des aspects plus génériques. Et on va vous dire tout à l'heure comment on va étendre ce principe. Donc, vous voyez, voilà, on avait mené plusieurs e-forums de ce type, avec toujours le partenariat de vous, Asset Manager, qu'on remercie évidemment grandement. Alors ensuite, un autre format qui est assez apprécié de vous, que sont les meetings. Donc les meetings, c'est le staff dirigeant, donc Alain Regnault ou Bertrand Haut, le directeur général délégué, et moi-même, venons en région dans des formats là aussi très intimistes pour soulever le capot. C'est l'expression que j'aime bien employer parce que là, on est sans tabou, sans langue de bois et on se dit les choses. Et la dernière fois, c'est vrai que c'était un peu... viril mais correct, mais c'était musclé, parce qu'effectivement, on a pu se dire les choses sur certaines dégradations que nous avions connues en matière de process de gestion, etc. Et ceux d'entre vous qui nous ont accompagnés ont participé à ces débats, et on aime bien aussi élever le niveau en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Donc, en toute franchise, on se dit les choses et on regarde ce qu'on peut faire surtout. C'est vrai que sur les meetings, on a réalisé la prouesse effectivement de les digitaliser, mais une partie était quand même en présentiel, parce que le
le but quand même des meetings et des roadshows, c'est quand même effectivement une vraie rencontre en face à face avec effectivement les membres de la direction, des conseillers et les assets. Mais on a réussi cette prouesse quand même, au vu du contexte, de digitaliser effectivement une partie de ces sessions de meeting, mais on ambitionne bien de les faire en présentiel l'année prochaine. C'est bien l'objectif. Tout à fait, oui. On pourra peut-être ponctuer avec du digital, mais on a très envie de pouvoir le refaire également effectivement en présentiel. Alors on a également donc d'autres, alors oui, on avait plusieurs lieux donc, qui se sont soit déroulés physiquement dans ces lieux annoncés ou bien digitalement. Avec ici, là aussi, la participation de certains d'entre vous que l'on remercie encore une fois. Un événement également qui a pris beaucoup d'ampleur, et notamment animé souvent par Joachim avec brio, ce sont les webinars donc, que l'on aime également à promouvoir sur des thématiques particulières. Donc, on peut en parler plus précisément. Oui, complètement, oui, on peut en parler, parce qu'effectivement, ils sont très préparés. Alors pour vous, pour certains partenaires qui avaient travaillé avec moi, effectivement, on les prépare beaucoup en amont parce qu'on n'est pas sous le format d'une interview croisée, effectivement, un peu plus détendue, questions-réponses, etc. On doit passer une information, on doit effectivement faire de l'information. On a un objectif un peu, pas d'éducation, mais en tout cas vraiment de formation et de passer des messages. Et c'est ce qu'on a réussi, en tout cas, avec vous tous, d'ailleurs, hein, que ce soit sur l'intelligence artificielle, sur la gestion de trésorerie, le private equity, effectivement dans la retraite et l'assurance vie. En tout cas, on a vraiment balayé. Et certains webinaires d'ailleurs qui sont dédiés par contre uniquement aux porteurs de parts, ce qui a été le cas effectivement avec la SCPI Atixia Commerce. Donc on a vraiment, on ne va pas dire une expertise en tout cas, mais on essaye vraiment d'y mettre vraiment tout notre cœur pour que ça soit vraiment portant. Et on l'a vu d'ailleurs dans les résultats, on le verra tout à l'heure, notamment sur les réseaux sociaux et sur le live. Ouais, on peut parler d'expérience, mais aussi d'expertise. Je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et en effet, on est capable de le faire soit pour une dimension très assurantielle, hein, pour des supports embarqués en assurance vie, ou bien sur des produits financiers pur jus. Tu as évoqué donc également quelques exemples. Alors, cet événement-là, les Investment Days, qui étaient très prisés de votre part, et on vous en remercie aussi parce qu'il s'agit d'une journée thématique avec un lieu emblématique, avec une personne emblématique qui rappelle cette thématique-là. Donc on peut citer... On avait fait donc du bobsleigh à La Plagne avec notamment l'ancien leader de la patrouille de France. On a fait un ID sur l'entrepreneuriat avec M. Gattaz. Voilà. On a fait des ID sur l'environnement, l'ISG, ISR, ESG, je vais le donner dans l'ordre, pardon, mais également donc, sur l'endurance et la performance au Mans, donc, avec notamment la participation de Luc Alphand. Enfin bref, ce sont vraiment des moments dont on se rappelle, des qui moments marquent de partage, les esprits, des moments de passion. Et c'est vrai qu'il y a un vrai engagement et ça marque réellement les esprits. En tout cas, on nous en parle, les gens en parlent encore, les sociétés de gestion d'ailleurs, entre vous, vous en parlez, nos distributeurs également. Alors, ce n'est pas tout le monde, hein, bien sûr, hein, c'est trié sur le volet, hein, c'est toujours intimiste. C'est un petit peu l'objectif de passer finalement un peu en vase clos, pratiquement une journée entière entre les sociétés de gestion, nous et donc des CGP sélectionnés en région autour d'une thématique. Donc, c'est vraiment le fil conducteur et le lien. Et c'est ce qui fait un petit peu l'expertise également, avec certes un peu un côté ludique hein, qui est différenciant. Un intervenant de renom, donc on parlait de Pierre Gattaz, donc Thierry en citait d'autres, hein, je pense par exemple à Lyon avec un ancien négociateur du GIGN, un architecte par exemple également, on le parlera tout à l'heure, ça crée d'autres histoires, on le verra avec le défi éco-responsable, où on a détecté l'étincelle est née lors d'un ID d'ailleurs, donc voilà, ça crée effectivement aussi de belles histoires. En effet, donc, alors malheureusement 2020, on n'a pas pu mener aucun de ces Investment Days, mais évidemment, on a reporté toutes les bonnes idées que nous avions pour 2021 et on va en reparler tout de suite après. Alors, autre chose, c'est très important puisque désormais, la caisse de résonance, si j'ose dire, pour ces events, elle passe forcément par les réseaux sociaux. L'ignorer, ce serait un déni de l'époque actuelle, finalement. Donc, on est très ardent, je pense, sur ce sujet-là, au travers de YouTube, Twitter et LinkedIn, avec notre chaîne YouTube TV. Hein, donc, vous tapez AGAS Patrimoine sur YouTube et
vous avez toute la kyrielle des vidéos qui ont été enregistrées depuis 5 ans maintenant. Et on est très fiers des chiffres que l'on peut afficher aujourd'hui. Et tout de suite, on est sur des effets de levier qui sont incroyables, quoi. Là, sur une période d'un mois, ici, ces chiffres-là ne portent que sur un mois où on avait certes un petit peu densifié notre activité. 3500, enfin, presque 3600 impressions de tweets. Les vues de page sont assez impressionnantes. On est sur plus de 5000 visionnages sur YouTube. Bref, on est un peu, alors non pas surpris, parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour que ça se passe comme ça, mais on est très agréablement encouragé à poursuivre notre action là-dessus. Exactement, c'est-à-dire qu'on relève vraiment, au-delà de l'événement, on l'a vu, interview, ID, webinar par exemple et e-forum, on relaie ensuite par un emailing à l'ensemble de notre base, on a un bandeau de signature effectivement qui va véhiculer l'événement du moment, on va le poster sur YouTube, on va le poster sur Twitter, sur LinkedIn, ça va être relayé, donc au-delà du live à proprement dit, des webinars où on peut aller friser parfois les 100 effectivement, personnes en direct, on va avoir ensuite un replay qui est lui aussi très important. On va effectivement aussi transmettre d'ailleurs le film, la vidéo, le webinaire aux sociétés de gestion qui nous ont accompagnés lors de l'événement pour que vous puissiez aussi vous également relayer cet événement auprès de vos contacts et autres. Et quand on voit effectivement ces chiffres-là, alors nous ne sommes pas des youtubeurs professionnels, mais on s'adresse à des professionnels. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre microcosme, quand on commence à taper les 8000 vues sur des vidéos, etc., on est quand même très impressionné de ce score-là. Parce qu'on sait qu'on s'adresse qu'à des professionnels et donc des gens qui ont envie de nous entendre pour le contenu et non pas forcément pour le contenant. Donc on est ravis de ces chiffres-là et on a bien l'intention de poursuivre, d'autant que c'est un rapport qualité-prix qui est tout à fait pertinent. Alors justement, 2020, on a fait un petit coup d'œil dans le rétro. Prospective, projetons-nous dans un avenir tout proche, puisque c'est dans un mois, 2021. Donc on a déjà travaillé sur ce programme, alors parfois par des reconductions de choses qui ont été éconduites en 2020. Mais voilà ce qu'on vous propose. Donc avec les Investment Days, difficile à dire, dont je viens de parler tout à l'heure, qui ont été donc éconduits en 2020. Donc on a reproduit déjà certains événements, notamment un qui a lieu à Chamonix en mars sur l'or bleu dans tous ses états. Donc ça veut dire à mon avis qu'on ne sera pas loin des glaciers. Exactement. Alors on ne va pas tout dévoiler, vous en saurez plus prochainement, notamment pour les sociétés qui vont nous accompagner. Mais voilà, on n'a pas encore arrêté toutes les thématiques. On est en train justement de cadrer et on attend d'ailleurs justement le positionnement des différentes sociétés de gestion pour nous accompagner. Ce sera l'occasion à l'issue effectivement de cette présentation d'ailleurs de vous positionner. Mais on a prévu 6 événements, 6 ID, Investment Days, un petit peu exceptionnels pour l'année 2021. Et on verra peut-être, Thierry m'en parle souvent, 2022 peut-être se renouveler parce que ça fait 3 ans qu'on est sur cette dynamique. On se renouvellera, mais en tout cas cette année 2021, on est encore sur les ID, sur les Investment Days. Donc on va capitaliser là-dessus. On va capitaliser, voilà. Effectivement. Alors attention, ça démarre en mars parce qu'on espère bien être tous déconfinés et pouvoir se voir à nouveau, mais évidemment il y a toujours cette épée de Damoclès sur notre tête. C'est un événement qu'on a décalé 3 fois, je crois, ou 4 fois même. 3 fois. 3 fois, ça devait être mars, mais 2020. Donc on a affaire à des fournisseurs qui sont bienveillants également et qui sont compréhensifs. Effectivement, tu parlais de glacier, c'est vrai qu'après Chamonix en été c'est sympa, mais ce n'était pas l'objectif premier de l'ID. Voilà. Donc on aura également l'endurance et la performance autour des 24 heures du Mans, qui est devenu maintenant un petit peu un symbole chez nous aussi. Donc on fait une belle journée au moment des essais des 24 heures du Mans, les gens s'en souviennent. Et là, cette fois, on emmènera des CGP de Paris. Oui. Donc si vous voulez vous positionner pour accompagner des CGP parisiens, 8, 10, pas davantage, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà préempter cette date-là. Puis on aura sûrement un événement sur l'immobilier, un événement sûrement sur l'ISR également, ou tout ce qui est environnemental, parce que ça nous donne aussi pas mal d'idées en matière de lieux. D'infrastructures. Exactement. Exactement. Alors, et pour chacun des événements, vous voyez, on s'est exercé, quand on parle de ROI, on est très, très attaché à ça. Donc, quelle est la facilité de mise en place d'un tel événement? En l'occurrence, ici, ce n'est pas forcément le plus aisé du monde, mais bon,
Le budget engagé, ce n'est pas non plus le plus accessible. Quand on est sur les 24 heures du Mans, bon, c'est un événement qui coûte un peu, mais qui marque tellement les esprits que je peux vous dire que les 10 CGP que vous avez emmenés, vous pouvez les appeler pendant 3 ans et ils vous accueilleront avec la plus grande bienveillance. Le déroulé, ce n'est pas toujours évident, mais bon, on y arrive, on est maintenant assez habitué. Le relais se fait extrêmement bien par les réseaux sociaux, etc. Et puis le ROI attendu, lui est également extrêmement pertinent. Donc certes, c'est un événement qui coûte un peu plus cher que certains autres, mais qui rapporte beaucoup. Et puis sur d'autres événements qui sont dans des niveaux de budget tout à fait raisonnables, on sait qu'on a effectivement un ROI qui est tout à fait pertinent. Voilà, les 24 heures du Mans, c'est effectivement un événement unique. Il a été décalé cette année puisqu'il devait se tenir en juin. Ça a été repoussé en septembre. On s'était repositionné en septembre. Alors là, on s'excuse un petit peu aussi par rapport à nos partenaires qui devaient nous accompagner, mais c'est vrai qu'après il a été fait en huis clos, donc on n'a pas pu non plus se positionner, même au niveau des essais ou autres. Mais en tout cas, les équipes s'arrachent réellement pour se positionner, même dans des situations un peu compliquées, elles sont là. Alors les e-forums, donc on a vu tout à l'heure que 2020 donc, avait été un peu l'apogée des e-forums, bon gré mal gré d'ailleurs, mais bon, on va en faire un atout. Donc aujourd'hui, on a prévu 4 événements de ce type-là en 2021, un qui aura lieu donc en février pour faire un topo sur l'année 2021, les perspectives, donc fin janvier, début février, je ne sais pas exactement, qui reprendra donc 10 à 12 sociétés de gestion. Alors attention, parce que celles qui ont déjà participé, en principe, préemptent leur participation suivante. Donc c'est difficile de déloger. Voilà, elles veulent en être. Voilà. On parlait de déréférencement tout à l'heure. Là, chacun garde sa place. Donc on ne peut pas effectivement étendre à 15 ou 20, mais pourquoi pas s'il y a des substituts ou des remplaçants. En revanche, on va le faire également sur des thématiques de gestion. Et là, écoutez, on est à l'écoute de tout. Voilà. On a des idées, mais on est à l'écoute de tout. Et puis, ces e-forums également, sponsorisés donc, par vous-même, pourront également s'étendre sur des pratiques commerciales. Donc là, on est sur des choses qui sont très, très simples à mettre en place, pas du tout onéreuses. Sur le déroulé, bon, c'est plutôt chez nous que ça se passe, c'est pas toujours évident, mais on est bien entouré, y compris avec nos techniciens ici qu'on remercie. Et puis, un bon ROI donc, qui se fait jour. Et puis, un relais via les réseaux sociaux qui est absolument exceptionnel. Donc en présentiel, mais on a eu l'occasion de le faire aussi de manière digitalisée pendant justement la première crise financière et le premier confinement, et ça a été effectivement aussi une belle réussite. Donc les meetings, on le rappelle, c'est on soulève le capot donc en présence du staff dirigeant d'AGEAS. Donc ce n'est pas si commun qu'un staff dirigeant d'une compagnie d'assurance vienne au devant des CGP, mais Alain Regnault, vous l'avez vu, donc le commercial dans le sang, donc il adore ce genre de choses et il adore prendre la température sur le terrain. Donc cette fois, on va tenter de faire 2 saisons, printemps et automne. Ce qui est toujours nos ambitions d'ailleurs. Exactement, mais l'année dernière, donc on n'a pas pu le faire évidemment. On est sur 6 à 8 dates. À chaque fois, c'est piloté par un de nos responsables régionaux. Donc c'est aussi une dimension pratique très, très importante. Là aussi, on est sur du budget qui est tout à fait accessible, très, très raisonnable, avec un déroulé dont on maîtrise bien maintenant le momentum. Le relais est peut-être un peu moins important parce qu'il y a moins d'audience en quelque sorte, mais un ROI également qui est extrêmement pertinent. Les webinars, donc... avec vos 2 serviteurs. Voilà, exactement. Donc on apprécie nous aussi de le faire parce que c'est vraiment extrêmement dynamique. Les échanges, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on n'a pas encore effectivement arrêté les différentes thématiques. Comme cette année, on a eu quelques thématiques un peu singulières comme les technologies de rupture, l'intelligence artificielle, l'immobilier, le private equity. Mais pourquoi pas, on parlait tout à l'heure, et Johan en parlait effectivement, les infrastructures, pourquoi pas. Enfin, tout dépendra parce qu'on est toujours en lien avec notre référentiel, avec nos supports, avec l'actualité. Et on essaie vraiment d'apporter une autre vision de vous, des sociétés partenaires, mais également de vos fonds. Et on trouve le lien, effectivement. Donc la communication, mais toujours empreinte de cette dimension didactique, de partage, d'approche par les meilleures pratiques. Donc pour nous, c'est toujours très, très important.
Les interviews croisées, alors qu'on n'a pas vraiment menées en 2020, mais sur lesquelles on avait malheureusement, mais pas plus en début d'année. Oui, qu'on avait pratiqué donc les années précédentes. Il s'agit en fait de confronter, mais dans le bon sens du terme, un asset manager qui va parler de son fonds, forcément avec une dimension un peu technique, un peu rationnelle, on va dire, ce qui est bien logique, c'est ce qu'on attend de lui. Et puis un distributeur, un CGP qui dit moi voilà comment j'utilise ce fonds dans mes allocations, dans l'administration spontanée ou en push vis-à-vis de telle ou telle cible de clientèle. Et là aussi, Joachim ou moi, mettons sur le grill ces deux interviewés pour voir ce qu'il en est et comment on peut finalement illustrer et mettre en musique, mettre en scène un ou plusieurs fonds. Et là, on a quand même la société de gestion et on a aussi un CGP, donc le CGP qui parle à ses pairs, qui parle aux autres CGP, à ses collègues finalement. Et ça, c'est aussi le côté intéressant, le prisme, effectivement. Il y a l'intervieweur, certes, mais il y a surtout la société de gestion, le fonds en question et justement le praticien, l'expert, le CGP, comment il l'utilise, comment il le scénarise, comment dans une allocation d'actifs ou dans une stratégie patrimoniale, eh bien, il va utiliser ce fonds, votre fonds, eh bien, pour ses clients. Et sauf le respect que nous vous devons, il faut bien admettre que quand un CGP parle à des CGP, c'est davantage entendu que lorsque vous-même ou nous-mêmes parlons à des CGP. Donc c'est ce qu'on essaye de jouer et ce sur quoi nous tentons de capitaliser. Vous voyez ici avec des budgets également tout à fait raisonnables. Bon, des ROI peut-être moins importants parce qu'on s'adresse principalement à une personne, donc le relais est peut-être moindre, mais très intéressant d'utiliser finalement ce vecteur. Alors, quelque chose sur lequel on est extrêmement déçu de ne pas avoir pu aboutir parce que certains d'entre vous, 3 d'entre vous, nous avaient donné leur accord et s'étaient positionnés et on était prêts à partir. Manque de chance, c'était en octobre 2020 qu'il eût fallu partir et on devait absolument prendre la décision en plein Covid, en plein confinement. Donc, on a malheureusement dû ajourner cette opération qui est un vrai engagement où effectivement on ne donne pas que de l'argent mais du temps. C'est-à-dire qu'on propose à des collaborateurs de chez vous, de chez nous, de partir en mission. Il s'agit bien d'une mission. Avec des CGP d'ailleurs. Avec des CGP également. 1 ou 2 ou 3 CGP. Pour aller prendre notre pelle et notre pioche, et puis peut-être notre matière grise un peu également, pour aider des personnes en local, soit à protéger leur environnement, soit à mieux utiliser les nouvelles technologies. Peut-être créer une école, peut-être, enfin voilà... Il y a vraiment un vrai sujet et d'ailleurs quand on fait le parallèle, finalement l'idée a germé ou l'étincelle lors d'un ID. Absolument. Justement sur l'ISR, je crois. Exactement, c'était sur le climat. On était à la station climatique à Toulouse d'ailleurs et donc c'est là que l'idée a germé tout à fait. Ouais. Donc, et elle a fait son chemin. Elle a fait son chemin et elle aboutit avec un beau projet concret, puisque ça devait être en octobre. Ouais. Mais bon, le contexte aidant n'a pas pu nous permettre de le réaliser, mais c'est à nouveau, effectivement, sur le haut de la pile pour 2021 et on espère bien le mener au bout. Alors Bertrand, tu nous poses une question. Combien d'assets sur les roadshows ? L'engagement de l'asset est par saison ou par event ou par semestre. Alors je vais répondre à ces deux questions. Combien d'assets sur les roadshows ? Alors si les roadshows, ce sont les meetings, on a 2 assets qui nous accompagnent sur chaque date. Mais certains se sont positionnés sur plusieurs dates, d'où tu avais le panel donc, de 8 sociétés de gestion, je crois, sur 6 dates, certains en ayant fait donc, plusieurs, bien évidemment. Sur les autres opérations, ça dépend du budget aussi. Sur les ID, par exemple, en principe, on a 2 assets qui nous accompagnent. Sur l'ID du Mans, comme c'est un ID plus cher, on en requiert 3 parce que comme ça, on divise la note en 4, puisqu'on prend toujours notre part. Donc ça dépend, mais en général, voilà, on a 2 assets qui nous accompagnent ou sur des interviews croisées, évidemment, ça ne sera qu'un seul. Et pour la deuxième partie de la question, l'engagement de l'asset est par saison, sûrement pas. Par event, oui, et uniquement par event. Donc c'est, comme je le disais, pas de droit de parking, pas de cotisation, pas de budget préalloué. On est simplement sur une opération, on y va pas. Si oui, avec quel prix ? Et tout est complètement transparent. Et surtout avec une très bonne idée du retour sur investissement. Moi, je suis un malade mental de l'efficience des opérations. Donc, on continue là-dessus. Donc, voilà ici la description de ce défi éco-responsable que l'on compte bien donc, mener jusqu'au bout. Et c'est un vrai engagement, y compris pour l'ensemble de la profession. Montrer que la profession se mobilise pour cette mission et cette cause nous semble important. Et qui mieux que le trio, j'allais dire, asset manager, distributeur et assureur qui puissent se mobiliser pour cela. Et là, ce sera vraiment un sujet de longue haleine, en tout cas en ce qui concerne les filles éco-responsables, puisque
on va effectivement travailler bien en amont de l'événement, bien en amont effectivement de ce séjour, de ce défi, on va dire. Alors, quelque chose de nouveau qu'on est très content de vous proposer, c'est, alors suite là aussi, il y a des échanges avec vous qui nous ont déjà proposé des mini-sites. Je fais un petit clin d'œil à Thibaut notamment. L'idée, c'est de dire, voilà, on va, nous, au travers de notre extranet, mettre à disposition une esplanade, on l'a appelée l'esplanade des sociétés de gestion, dans laquelle vous pourrez pusher un certain nombre d'informations, de contenus. Alors certains de ces contenus seront déjà préformatés par nous pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, mais que justement tout le monde ait cette possibilité de faire des pushes. Vous n'avez pas l'obligation de le faire, bien évidemment, mais nous, on estime que nous avons l'obligation de vous donner l'écran dans lequel vous pourrez faire des pushes de type mini-site, webinar, vidéo, news, quel qu'il soit. Qui seront à votre main, ce sera vos événements. Exactement. Donc là, c'est décorrélé de nos webinars et autres events ou communications, c'est bien les vôtres. Et là, on est en train de travailler, on va dire, entre guillemets, un peu sur l'architecture de cette esplanade des sociétés de gestion partenaires. Et on reviendra vers vous. Voilà. Et on reviendra vers vous d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui va vivre énormément. Et là, il y a plein d'idées qui ont germé dans l'équipe de Joachim. Donc, on va même faire une sorte de salon virtuel, d'agora en direct, etc. J'ai mis en V2 pour se laisser un petit peu le temps de digérer tout cela. Mais vraiment, on compte sur vous pour nous accompagner sur ce sujet. Nous, on vous proposera le contenant. Vous nous proposerez du contenu que l'on adressera comme il faut. Là aussi, on est, alors c'est pas du rétrospectif, mais plus du prospectif, mais on est sur des budgets qui sont tout à fait réduits, voire nuls, mais des ROI attendus, donc qui sont plutôt intéressants. Également, ce que l'on a fait, alors là aussi en digital ou en virtuel en 2020, mais que l'on va reproduire probablement d'ailleurs sous ce format-là, c'est l'intervention, votre intervention auprès de nos équipes commerciales. On sait en effet que les meilleurs prescripteurs des uns des autres, ce sont les deux équipes commerciales, les vôtres, les nôtres, qui sont en complicité, comme le disait Alain Regnault tout à l'heure. Et l'idée, c'est de pouvoir vous faire intervenir, de vous laisser cette tribune pour présenter votre fonds en 25 minutes chrono, parce qu'il faut se laisser 5 minutes pour les questions, et donc en 25 minutes chrono, pour que deux d'entre vous puissent à chaque fois présenter ça à nos responsables de développement, qui seront vos relais sur le terrain, bien évidemment. Donc là aussi, des budgets, des facilités de mise en place extrêmement simples, avec des ROI attendus qui sont également très significatifs. Enfin, donc un événement sur lequel on avait tout préparé. Là, on était prêt à appuyer sur le bouton. Dans les starting blocks, avec toute l'équipe. Avec certains CGP. Mais on n'a pas pu le faire pour les raisons Covid, comme vous le savez. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que désormais, on ouvre cette possibilité qui est de mettre en commun des clients issus de l'univers du luxe, notamment. C'est vrai qu'on en a parlé avec certains d'entre vous. Vous voyez ici 2 partenaires ou 3 partenaires, peu importe, qui seraient en dehors de notre industrie financière et qui finalement s'adressent à des gens qui nous intéressent, c'est-à-dire des gens qui ont des forts patrimoines ou des forts revenus et qui ont forcément acheté des belles voitures, des jolis bateaux ou peut-être acquis des œuvres d'art. Donc l'idée, c'est de mettre en commun des clients des uns qui deviennent les prospects des autres pour qu'on crée donc cette synergie. Donc évidemment, cette synergie, on veut la créer avec les asset managers. Donc ça concerne évidemment plusieurs industries en dehors de la finance, mais ce qui nous importe, c'est le client final qui, lui, a probablement les moyens de faire aussi un peu de finance, ou le fait-il, mais peut-être pas avec nous. Et donc là aussi, eh bien, on a des ROI attendus assez importants, des budgets qui sont assez raisonnables et des opérations, alors que l'on ne pourra pas mener avec chacun d'entre vous à plusieurs reprises dans la même région. Ça avec chaque CGP et autres, c'est vraiment sélectionné. Mais nous, l'idée là aussi, c'est de créer en quelque sorte donc, cet écran pour qu'on puisse finalement surfer sur ces différentes opérations. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des opérations. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les orchestrer en matière de planification. Et puis, puisqu'on vient de terminer sur les cercles de la gestion privée, on va justement vous passer un film que vous avez déjà projeté l'année dernière, mais vous voyez, on reste droit dans nos bottes. Droit dans nos bottes et on conserve le cap, puisque donc ce film n'a pas été modifié, mais ça vous donnera une illustration peut-être autre de ce que sont les cercles de la gestion privée.
Voilà pour un petit focus donc, sur les cercles de la gestion privée que malheureusement nous n'avons pas pu mener donc en 2020, mais que nous reproduisons donc en 2021 avec certains d'entre vous et certains CGP qui se sont déjà positionnés sur cet événement. L'idée, finalement, on l'a inscrit d'ailleurs en ce qui nous concerne dans une démarche plus large de sourcing clientèle, c'est comment finalement trouve-t-on du client qui reste quand même notre matière première, même si vous, asset manager, que je ne cesse de remercier, vous êtes également notre matière première pour la construction de nos offres, mais on sait bien évidemment qu'elles s'adressent à des clients finaux via nos amis CGPI. En tout cas, je voulais vous remercier de votre attention, de la densité de participation. Donc, vous avez été au rendez-vous et nous vous en remercions. Et tout ça nous encourage à aller encore plus loin donc, et surtout à vous proposer un certain nombre d'événements que nous pourrions donc mener ensemble, là aussi avec un alignement d'intérêts entre les distributeurs que sont les CGP, vous-même qui êtes la matière première de notre intervention et nous-mêmes qui sommes des constructeurs de solutions patrimoniales. En tout cas, merci beaucoup pour avoir été fidèle à ce rendez-vous. Je ne sais pas ce qu'on va inventer pour l'année prochaine, donc en termes d'étonnement, mais bon, on va bien trouver quelque chose. Et en tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver très prochainement de visu sur le terrain pour mener avec vous donc, des opérations auprès de nos amis CGP qui eux-mêmes les dispenseront auprès de leurs clients. Merci également à tous les techniciens ici présents qui nous ont mis dans des situations de confort, donc de rassurance pour ce type d'émission. Et puis merci aux différents intervenants et merci enfin donc, aux équipes qui m'entourent et qui permettent donc de porter la bonne parole et de faire en sorte qu'on ait des opérations de qualité. Merci à tous et à bientôt.